Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le manuel du borderline de Martin Desailles, Bernadette Grosjean et Nader Pérou. Lu par Jean-Marc Galera. Remerciements. À Chris, à Nicole, à Gladys. Ce manuel vise à partager le fruit de nombreuses expériences cliniques et recherches sur les états limites. Il existe donc, grâce aux nombreux cliniciens et chercheurs ayant consacré leur carrière à l'étude de ce sujet. Nos vifs remerciements vont d'abord à ceux qui souffrent et auxquels ce livre apportera, nous l'espérons, une compagnie aidante. Nous remercions tous nos collègues, proches ou lointains, pour avoir mis au jour toutes les connaissances cliniques et scientifiques que nous rassemblons dans ce manuel. Nous tenons à remercier tout particulièrement le docteur Franck Yeomans pour son soutien indéfectible tout au long de cette entreprise, ainsi que le docteur Arlette Lecoq pour ses encouragements et ses attentives relectures. Merci au docteur Otto Kernberg pour la générosité de son accueil, sa lecture attentive et ses conseils avertis. Nous remercions également le professeur Moira Mikolasjak ainsi que le docteur Martin Desbanné pour leur appui. Merci au docteur Suzanne Renaud pour sa lecture vigilante et ses commentaires avisés. Nous remercions aussi nos proches pour leur patience, leur soutien et les moments de solitude qu'ils ont vécus lorsque nous nous sommes consacrés à notre passion d'écriture. Finalement, nous ne pouvons manquer de remercier chaleureusement Anne Jouve et Michel Desailles pour leur travail de relecture et leurs suggestions toujours judicieuses. Préface. C'est une entreprise admirable que ce livre, qui relève avec brio deux grands défis. Celui de mieux faire connaître au grand public ce trouble qu'on appelle état limite ou borderline, et celui de fournir aux personnes qui en souffrent quelques clés pour mieux vivre avec elles-mêmes et avec les autres. Faire connaître ce trouble au grand public au travers d'un livre à la portée de tous représente en soi une importante avancée tant l'état limite reste méconnu. Et cette méconnaissance porte préjudice autant aux patients qu'à leurs proches. Imaginons une personne souffrant de symptômes dépressifs. Si les symptômes sont sévères et persistants, il est hautement probable qu'elle finisse par se demander si elle ne fait pas une dépression. Cette question la conduira à se documenter, ce qui d'une part lui permettra de mieux comprendre ce qu'elle vit et d'autre part l'amènera à chercher de l'aide, éventuellement à consulter. Une fois le trouble formellement diagnostiqué, l'étiquette ainsi posée rendra également ses proches plus conciliants vis-à-vis de son humeur morose, de son apathie, de son retrait. Il en va de même avec l'anxiété, les TOC, les phobies, la maniaco-dépression et tous les troubles connus du grand public. Dans tous les cas, le fait d'identifier le trouble permet de mieux le comprendre, se comprendre et se faire comprendre. En rendant l'état limite accessible au grand public via un livre écrit dans un langage clair et illustré de nombreux exemples, les auteurs vont aider de nombreuses personnes à se reconnaître et leurs proches à mieux les comprendre. Comme nous le notions plus haut, c'eût été en soi un apport suffisant. Mais les auteurs ne s'arrêtent pas là. Psychiatres spécialisés dans les troubles de la régulation des émotions et ou la prise en charge des états limites, ils proposent également au lecteur d'entamer avec ce livre le chemin de la réconciliation avec soi et avec l'autre. Réconciliation avec soi d'abord, car la personne borderline se sent souvent dépassée par son passé, ses angoisses et toutes ses émotions qui n'ont de cesse de la submerger, à tel point qu'elle a parfois l'impression d'être à leur merci. Comme l'expliquent les auteurs, l'hyperémotivité et la difficulté à gérer les états émotionnels représentent l'une des caractéristiques majeures de l'état limite. À défaut de disposer de stratégies de gestion des émotions adéquates, l'individu les gère comme il peut en trouvant refuge dans l'alcool, le sexe, le jeu ou même parfois l'automutilation. Ce que les auteurs montrent ici, c'est que tous ces comportements autodestructeurs ne sont que des mécanismes de défense contre l'angoisse ou le vide, et qu'il est possible de les remplacer progressivement par d'autres, plus sains. Réconciliation avec l'autre, ensuite,
car les difficultés dans les relations interpersonnelles sont l'autre caractéristique centrale de la problématique borderline. L'enjeu ici sera d'éviter les répétitions destructrices, d'apprendre à faire suffisamment confiance à l'autre, d'accepter d'être aimé sans avoir peur d'être abandonné, d'être critiqué sans craindre d'être rejeté, d'accepter en somme que toute relation comporte des hauts et des bas qu'il est possible de traverser de manière constructive. Psychiatres régulièrement aux prises avec la souffrance des borderline, les auteurs évitent l'écueil qui consisterait à proposer des recettes simples pour venir à bout d'un mal complexe et multiforme. Au contraire, ce qu'ils proposent ici, c'est plutôt un miroir qui permet à la personne borderline de mieux comprendre ses réactions, de mettre des mots sur ce qu'elle vit. On ne peut quitter un endroit que si l'on y est arrivé. C'est le pari que font les auteurs. C'est en plongeant au cœur de soi-même, au cœur de nos difficultés, que l'on trouvera la force de les dépasser. Heureusement, la souffrance du borderline n'est plus une fatalité. Plusieurs formes de thérapie présentées ici ont démontré des effets positifs, et le livre s'achève sur une note optimiste. Il est possible de devenir un ex-borderline. Professeur Moira Mikołajczak, Grand Rosière, septembre 2013. Deuxième préface. Borderline, ligne frontière, presque folie. Aujourd'hui, l'utilisation de cet anglicisme psychiatrique se banalise progressivement avec son entrée dans le langage courant. Pourtant, les lecteurs intéressés par ce livre connaissent sans doute la douleur d'être qui règne dans la vie d'un individu aux prises avec des états limites. Entre ce mal-être persistant et la définition psychiatrique du trouble de la personnalité borderline, quels sont les liens ? L'existence aux limites de la frontière, toujours aux limites du supportable, recèle certains paradoxes. De l'intérieur, ces états mettent en scène un bal émotionnel chaotique et imprévisible, sous l'emprise de l'impulsion, de la rage et de la colère. Les passions vives s'enflamment, mais très vite déçoivent, violemment. Le profond vide ressenti ne peut alors être chassé que par une autre douleur, souvent auto-infligée. Une angoisse envahissante peut également conquérir ces états, à un point tel que les limites de soi se troublent à en perdre leur sens. Que s'est-il passé ? On semblait pourtant s'entendre avec les autres, parfois si bien que l'espoir renaissait de toutes ses forces. Hélas, arrive inévitablement le jour où les uns et les autres ne se comprennent plus, se repoussent et se rejettent, se déchirent, les uns après les autres. Comment définir ces multiples tourments ? Comment gérer les relations aux autres ? Que faire pour aider, pour s'aider ? Là encore, la recherche de soins appropriés s'annonce difficile. Sur son chemin se pose un défi de taille, celui de trouver quelqu'un qui comprend. Les professionnels de la santé mentale, médecins, psy et autres professions alliées, tentent bien d'aider, mais souvent ne semblent saisir qu'une partie du problème. Ils annoncent des diagnostics et préconisent des traitements qui, au mieux, modulent légèrement la souffrance. Puis tombe le verdict. Trouble de la personnalité borderline. TPB. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Où situer ce trouble de la personnalité ? Est-ce seulement la vision des autres, la société ? Est-ce un trouble du cerveau, des excès ? Ou s'agirait-il de malaises intérieurs récurrents qui donneraient forme à la personnalité troublée ? Les recherches prospectives et rétrospectives menées auprès d'individus souffrant de troubles de la personnalité suggèrent que cette nosologie devra éventuellement être repensée. En effet, les traits susceptibles de mettre en lumière un fonctionnement pathologique, comme l'impulsivité, ne dépassent que périodiquement le seuil diagnostique. Les parcours psychiatriques eux-mêmes révèlent le potentiel de transformation d'une personnalité. L'étude du dossier psychiatrique d'un individu ayant parcouru le tumultueux chemin du TPB suffit pour relever la diversité des symptômes et syndromes précédemment objectivés. Ceux-ci,
bien que souvent reçus d'un œil critique par le plus récent interlocuteur, signalent en fait la complexité du parcours d'une personnalité. Ce dossier représente probablement un registre plus ou moins précis des évolutions propres au patient, à sa personne, et souvent à sa souffrance qui l'entraînent à satisfaire d'autres critères diagnostiques au cours de son parcours. Il ne faut pas ici penser que ces individus s'ingénient à trouver des souffrances diverses et variées au cours de leur vie. Le diagnostic de TPB est utile et souvent nécessaire à la fédération d'un ensemble d'individus qui devront œuvrer ensemble contre la souffrance. Le mal-être est réel et redoutable, quoique fréquemment incompréhensible pour l'entourage. Et cette dernière observation est sans doute la plus fondamentale. La caractéristique la plus stable d'un trouble de la personnalité s'observe dans sa tendance à véritablement perturber la communication avec les membres de son entourage, privé et professionnel. Cette communication, si simple, fiable et continue pour les autres, devient tendue, hachée, violente et source de grande confusion. Toutes les manifestations du TPB, entre fracas, perte d'identité, ruptures relationnelles et élans affectifs débordants, conduisent, au fil du temps, à l'impossibilité d'échanger de manière suivie avec ses proches et avec ceux susceptibles de contribuer à l'épanouissement de sa propre vie. Il se creuse, souvent dès l'adolescence, un fossé dans lequel d'innombrables opportunités d'apprendre à être avec l'autre cèdent au profit d'un sentiment grandissant d'insécurité, d'hostilité, mais également d'attente démesurée et continuellement déçue envers son entourage. Devant ces questions multiples et complexes, provenant à la fois de l'expérience de la douleur dite borderline et de son incompréhension par l'entourage, Martin Desailles, Bernadette Grosjean et Nader Pérou proposent enfin au public francophone un livre simple et utile, apte à fournir des repères stables à ceux touchés de près ou de loin par le TPB. Tout au long de ce guide, les auteurs tissent la toile qui réunit les enseignements durement acquis et essentiels à la résolution de 3 questions centrales concernant le TPB. 1. Quelle est l'origine du diagnostic TPB? 2. À quel type de vécu s'applique-t-il? 3. Quelles sont les options de traitements efficaces et pourquoi? En évitant les écueils d'un langage trop scientifique ou trop psy, ce guide se prête à la fois à la consultation d'un aspect précis du TPB, mais aussi au soutien des vies humaines frappées par l'effet profondément perturbateur de la souffrance borderline. À la limite de la frontière, ce guide sera un compagnon fiable. Martin Desbanés, Ph.D., docteur en philosophie. Avant-propos. Les 5 aveugles et le borderline. Il y avait en ce temps-là 5 aveugles qui habitaient un pays où il n'y avait point d'experts dans la chose des borderline. Comme ils étaient aveugles de naissance, et qu'on n'avait point dit en leur présence comment étaient faits les borderline, ils n'en avaient aucune idée. Or, il arriva qu'un professeur célèbre visite leur ville et offre d'examiner les borderline qu'on voudrait bien lui présenter. L'envie des 5 aveugles de savoir comment étaient faits ces borderline dont tout le monde parlait était si grande qu'ils se firent conduire à la consultation du grand professeur et lui demandèrent l'autorisation d'écouter les histoires de ceux qui viendraient le consulter, afin qu'ils puissent se rendre compte de la forme de cette souffrance étrange. Le professeur accéda à leur demande et les installa dans un coin de son bureau. Après une journée entière passée assis dans le bureau du professeur, ils s'en allèrent et se mirent à échanger leurs points de vue sur ce qui pourrait être la définition de ce curieux mal. Celui qui avait été touché par la forme du discours dit « C'est un désordre de la voix. Il crie, pleure, murmure, parfois se taise pendant l'entièreté de la rencontre avec le professeur. » Non, c'est un désordre de l'histoire, dit celui qui avait été touché par les histoires qu'avaient racontées les patients. Elles ont des formes chaotiques et désordonnées, sont pleines de trous, de coups, de négatifs et d'objets difficiles à recoller. Que dites-vous là?
dit celui qui par inadvertance avait touché le bras d'un patient. C'est un désordre de la cicatrisation, comme si le corps ne pouvait pas vraiment intégrer et oublier les coups de rasoir de la vie. Ce n'est pas cela, dit le quatrième, qui avait été touché par les mouvements d'humeur qui avaient fait vibrer le bureau tout entier. Ils ont un trouble de l'équilibre. Entre les hauts et les bas, ils semblent incapables de trouver un endroit où se poser. Le dernier murmurait, sans que personne ne comprenne bien ce qu'il avait ressenti. Le mental. J'ai senti les ondes distordues du mental embryonnaire. Une fois échangé leur point de vue, ils se fâchèrent, s'insultèrent et finirent par se battre. On les sépara, et on leur expliqua que chacun d'eux n'avait été touché que par une partie de ce qu'était un borderline, et que par conséquent, ils ne pouvaient comprendre entièrement comment un borderline était fait. Mais les 5 aveugles ne voulurent rien entendre, croyant qu'on se moquait d'eux, et ils moururent convaincus, le premier que le borderline avait un trouble de la voix, le deuxième qu'il avait une histoire remplie de trous, le troisième qu'il avait un défaut de cicatrisation, le quatrième que le borderline avait perdu le sens de l'équilibre, et le cinquième que quelque chose d'impalpable n'avait pu se développer. Si vous tenez ce livre entre vos mains, il est probable que vous-même ou un proche ait été désigné sous ce terme vague et inquiétant de borderline ou état limite. Vous êtes peut-être un soignant en mal de référence pour un patient que vous ne savez pas bien comment et où situer dans l'univers des dénominations psychiatriques. Vous avez cherché, dans les livres ou sur Internet, des moyens de comprendre, d'expliquer, de mettre du sens dans un monde traversé par les crises, les tempêtes, les replis et les ruptures. Vous voulez trouver l'explication qui se cache derrière une douleur que vous savez bien présente et qui pourtant ne semble le plus souvent que susciter incrédulité, appréhension, voire rejet, y compris de la part des spécialistes de la santé mentale. Le terme état limite, borderline en anglais, est apparu pour la première fois dans la littérature médicale en 1884. Mais il lui a fallu quasiment un siècle pour être accepté et reconnu, et encore, pas par tout le monde, comme désignant une souffrance bien réelle de patients qui le sont tout autant. Ce trouble grave de la personnalité touche pourtant plus de 4% de la population générale, plus que l'ensemble des patients souffrant de schizophrénie et de troubles bipolaires, et représente 20% des consultations psychiatriques. Les symptômes les plus classiques sont des changements d'humeur soudains et fréquents, la peur de l'abandon, une impulsivité mal contrôlée, des comportements d'automutilation, des sentiments de vide et d'ennui, des idées suicidaires et des relations interpersonnelles très chaotiques. Après ce quasi-siècle d'incompréhension et d'impuissance du monde soignant, le destin des borderline a enfin pris une autre direction. Car entre définition rigoureuse, éclairage neurobiologique, développement de traitements psychothérapeutiques spécifiques et efficaces, l'un des éléments les plus importants de tout processus de guérison est apparu ces 10 dernières années, l'espoir. Nous savons désormais que cette maladie est bien réelle et parfaitement traitable. Il reste bien entendu encore beaucoup à faire. Les idées préconçues ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et si de multiples traitements spécialisés ont fait leurs preuves, ils demeurent longs, ardus et difficiles d'accès. Le monde anglo-saxon a une longue tradition de self-help, ou groupe d'entraide et de soutien. Après tout, c'est aux États-Unis que sont nés, il y a près d'un siècle, les alcooliques anonymes. Depuis quelques années, c'est également aux États-Unis que les patients ou usagers et leur entourage ont décidé de jouer un rôle plus actif dans la compréhension et la prise en charge de leur maladie, qu'elle soit médicale ou psychiatrique. Ces 10 dernières années ont ainsi vu la parution de multiples livres de référence traitant des pathologies borderline accessibles au grand public. Rédigés par des cliniciens, psychiatres, psychologues, patients, ex-patients ou par leur entourage, ces ouvrages ont grandement contribué à dédiaboliser la maladie, à la rendre plus compréhensible au plus grand nombre et à encourager la recherche dans ce domaine. En plus d'offrir des outils pratiques et des informations fiables, ces témoignages et enseignements apportent des messages de compassion et d'espérance.
C'est dans cet esprit, et pour apporter au monde francophone un type d'outil similaire qui n'y existe pas encore, que les 3 auteurs cliniciens et spécialistes des états limites ont décidé d'unir leurs efforts pour produire ce livre. Contrairement aux aveugles de la parabole ci-dessus, loin de se battre au nom de perspectives partielles et plus ou moins dogmatiques, ils ont choisi de comparer les outils théoriques existants et de partager leurs expériences cliniques dans le but d'apporter au lecteur un outil cohérent, informé et pratique. Ils espèrent que cet ouvrage, qui aborde les multiples facettes de la problématique borderline tant au niveau de ses origines que de ses manifestations et de ses traitements, sera tout autant une source d'enrichissement que d'espoir. La plupart des livres qui abordent les problèmes de santé mentale suivent certaines règles qui ont pour but de diminuer la stigmatisation. En particulier, on évite de parler d'un individu en le désignant du nom de son problème. On évite par exemple de dire d'une personne « c'est une dépressive » et on préfère dire « cette personne souffre d'une dépression ». Quoique tout à fait respectables dans la vie quotidienne, ces règles compliquent parfois la transmission claire de l'information. Bien que nous détestions, dans notre pratique clinique, le manque de respect et la déshumanisation, nous avons décidé, dans cet ouvrage et dans un but de simplicité et d'efficacité, de faire parfois référence aux personnes dont nous parlons en utilisant leur diagnostic borderline ou état limite. Pour les mêmes raisons pratiques, nous alternons respectivement les pronoms plutôt que d'alourdir le texte par les il, elle, son, ça. Les situations décrites dans cet ouvrage sont parfois tirées de situations relatées par certains patients. Elles ont toutefois été considérablement modifiées par les auteurs et par conséquent toute homonymie, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence et ne pourrait en aucun cas engager la responsabilité des auteurs. Ce manuel du borderline a pour vocation d'être un compagnon qui vous vienne en aide ou qui vous permette de comprendre les différentes facettes vécues par les individus atteints du trouble borderline. Car si le manuel du bricoleur permet de savoir mieux bricoler, ce manuel du borderline ne fera pas de vous un borderline. Il vous apprendra à vous repérer entre les mythes, les on-dit, les angoisses, les peurs et les manifestations complexes du trouble état limite. Il vous proposera également des pistes très concrètes pour intervenir directement sur les difficultés que vous pourriez rencontrer. Tout cela en harmonie avec les personnes susceptibles de vous accompagner dans ce travail, vos proches, vos psychothérapeutes et vos médecins. Bonne lecture, bon travail. Martin Dessailles, Liège, Belgique. Bernadette Grosjean, Los Angeles, États-Unis. Nader Pérou, Genève, Suisse. Introduction. Tous borderline. Voilà le titre que l'on peut voir régulièrement en couverture de magazines ou de livres accrocheurs qui tentent, tant bien que mal, de démontrer que ce trouble émotionnel est le mal du siècle. Et surtout, qu'il concerne tout le monde. Le mot borderline est désormais bien inscrit dans le langage courant. Et vous aurez certainement déjà entendu dire de quelqu'un qu'il est borderline parce qu'il est impulsif ou abandonnique, qu'il se sent vide, qu'il a été abusé ou qu'il se drogue. Ce manuel, écrit par des professionnels, a pour but de vous aider à faire la part des choses entre les mythes que l'on peut entendre et colporter sur le trouble borderline et la réalité des symptômes et des circonstances le plus souvent associées à ce trouble. À la lecture de ce livre, vous vous demanderez probablement si vous êtes borderline et quelle est la signification de ce mot. Cette introduction a donc pour but de vous guider dans le manuel afin de trouver rapidement le chapitre qui répondra à vos attentes, et ce, au moyen d'histoires cliniques. La première partie théorique de cet ouvrage vous permettra de découvrir l'histoire de l'évolution de cette maladie, de ses définitions et de ses traitements. Nous y examinons ensuite sa fréquence, les hypothèses sur ses origines et sa répartition dans le monde. La deuxième partie vous emmènera dans une exploration approfondie des symptômes caractéristiques du trouble borderline.
Sachez cependant que toutes ces difficultés et ces souffrances sont intimement liées. Pour finir, la troisième partie vous expliquera quelles sont les différentes options de traitement, les potentialités et les limites des approches médicamenteuses, quel mystère se cache derrière le mot psychothérapie, mais aussi les spécificités des différentes pratiques psychothérapeutiques spécialisées qui ont fait leurs preuves dans le traitement des borderline. De même qu'elle vous offrira des conseils et des références pratiques. Bien sûr, ce manuel est avant tout un guide et ne peut en aucun cas remplacer le travail que vous pourrez faire avec un spécialiste de la santé. Il peut cependant vous aider considérablement à identifier vos symptômes et à choisir le chemin thérapeutique qui, dans un premier temps, sera le plus adéquat à votre situation. Ce livre est dynamique. Ce n'est pas un livre d'instructions ou de consignes. Avoir un de ces symptômes ne fait pas de vous un borderline, et vous ne devez pas non plus avoir tous ces symptômes pour être borderline. Lisez cet ouvrage pour vous instruire, vous guider et trouver des outils à partager avec vos proches et votre thérapeute. Vous pouvez ainsi lire un chapitre avant l'autre et passer complètement ceux que vous ne souhaitez pas aborder. Nous avons simplement voulu vous donner un panorama le plus large, le plus compréhensible et le plus pratique possible d'une problématique vaste et complexe. J'ai peur qu'on m'abandonne. Sophie. J'ai 31 ans et j'en suis à ma 10e relation amoureuse. Actuellement, je suis avec Marc et notre relation est extrêmement tendue. J'ai sans cesse l'impression qu'il va me larguer. Il a beau être prévenant, attentif, du moins, c'est ce que me disent mes copines, rien n'y fait. J'ai la trouille qu'il m'abandonne et j'imagine sans arrêt qu'il va le faire. Alors j'ai toujours besoin de vérifier son amour. Je suis hyper fusionnelle et ça se retourne contre moi parce qu'il ne comprend pas pourquoi je suis si collante, comme il dit. Je sais que ce n'est pas approprié et j'ai vraiment l'impression que je fais tout pour que la relation se casse au finish. Je me demande si je ne le provoque pas. Dans le chapitre 3, vous comprendrez les différentes facettes masquées par la peur de l'abandon, ce qui se passe lorsque vous grandissez, l'impact de vos gènes et de l'environnement. Cette peur, illustrée par des personnages de romans et de films, fait souffrir de nombreuses célébrités contemporaines. J'ai des problèmes relationnels. Anne. Chaque fois que j'ai une nouvelle amie ou un compagnon, c'est la même histoire. D'abord, je suis très prudente, voire parano, parce qu'en général, il m'est très difficile de faire confiance. Après, les choses semblent aller super bien, trop bien même. Je voudrais être avec eux tout le temps. Pour mes amis, c'est comme si j'avais besoin de devenir membre de leur famille. Certains me disent que c'est trop. Mais il y a aussi ce drôle de truc que je ne comprends pas. Souvent, plus l'autre est gentil, plus je m'attache, plus cela me fait peur, au point que je repousse parfois ceux-là même dont j'ai le plus besoin. Je fais des crises de colère, je les mets à la porte. Ma sœur me dit que je suis folle et je me demande souvent si elle n'a pas raison. Dans le chapitre 4, vous comprendrez pourquoi vos relations sentimentales, amicales, familiales, professionnelles sont si difficiles et conflictuelles. Vous apprendrez ce qu'il faut faire lorsque vous rencontrez une personne, ce qu'il ne faut pas dire, comment résoudre un conflit. Vous découvrirez également les causes tant biologiques que psychologiques des difficultés relationnelles. Je ne sais pas qui je suis. Véronique. Depuis ma condamnation pour conduite en état d'ivresse, j'ai arrêté l'alcool. Ma famille est très fière de moi. Mais moi, je me sens de plus en plus déprimé, je m'ennuie à mourir. D'ailleurs, je me souviens que c'est pour vaincre cet ennui et ma timidité que j'ai commencé à boire très tôt, vers 13 ans. Ma famille ne réalise pas que, pour moi, regarder dans un miroir, c'est une torture. Pas seulement parce que je me débats entre mes phases de boulimie et d'anorexie, mais surtout parce que je ne sais pas qui est cette fille dans le miroir. Je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui me plaît vraiment. Je ne sais pas dire non. Cette image, je la déteste.
Dans le chapitre 5, vous découvrirez ce que l'on veut dire quand on parle d'identité, comment se définit et se construit une personne. Vous y trouverez des explications sur l'un des symptômes les plus profonds du trouble borderline, le fait de ne pas savoir qui l'on est ou ce que l'on veut pour sa vie. Je me mets en danger. Jim. Pour moi, la drogue, c'est devenu un médicament, un moyen de me calmer quand je me sens prêt à exploser et de me remettre à flot quand je déprime. C'est vrai qu'à la fin, je ne m'y retrouve plus dans mes humeurs. Je ne sais plus si c'est moi, l'alcool ou les stimulants qui parlent. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs, avec les stimulants. Mes copains à l'école, ils en avaient tous. Pour TDAH, trouble de déficit de l'attention hyperactivité, ils disaient. Moi, ça me donnait vachement d'énergie, enfin, pour un temps. Je me sentais plus sociable aussi, moins bizarre. C'est aussi pour ça que je me suis mis à fumer de la marijuana. Tout le monde en prenait au lycée, et je voulais être cool. C'est peut-être aussi parce que j'aime les garçons. Enfin, je crois, je ne suis pas sûr. Forcément, au bout d'un temps, l'école, ça n'allait plus trop. Alors après le bac, je suis allé travailler dans une pizzeria. Mais les horaires, c'est dur, surtout avec la gueule de bois. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. Dans le chapitre 6, vous seront expliquées les raisons pour lesquelles une personne est poussée à prendre des drogues et les mécanismes d'action des drogues les plus connus vous seront décrits. Vous apprendrez que la prise de drogue est une tendance souvent observée chez les personnes borderline et qu'elle peut être l'un des symptômes les plus invalidants. J'ai besoin de me faire du mal. Suzanne. À 12 ans, j'ai vu à la télévision une émission sur les filles qui se coupaient. C'était bizarre. Mais quelques années plus tard, quand mon petit ami m'a quitté, j'ai essayé. Un peu pour voir, un peu pour lui faire peur. Ça a marché, malheureusement. Sur le coup, j'étais plus calme, et mon copain est revenu. Je dis malheureusement parce que, depuis, c'est devenu une habitude. J'ai des cicatrices plein les bras, et les gens me regardent d'un drôle d'air. Je voudrais arrêter, mais c'est comme une drogue. Dans le chapitre 7, vous comprendrez ce que sont les scarifications et autres comportements autodommageables et suicidaires. Vous apprendrez pourquoi certaines personnes se font du mal, comment ces comportements s'inscrivent dans leur vie et comment ils peuvent influer sur leur entourage. Je change tout le temps d'humeur. Rachel. Je n'en peux plus. Je ne comprends pas. On me dit que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, que je suis intelligente, jolie, jeune, avec une famille qui m'adore, et pourtant je me sens en petits morceaux, incapable de gérer ma vie. À certains moments, tout semble bien aller. Je réussis mes études, j'ai un compagnon que tout le monde m'envie, je me dis que mes peurs ne sont pas raisonnables, que j'ai de la chance. Et puis ça revient. Ces vagues de tristesse, ce mal-être impalpable, ce sentiment que je ne vais jamais vraiment m'en sortir et être heureuse. Il faut dire que dans ces moments-là, j'ai tendance à boire un peu trop, ce qui n'arrange rien. Et puis il y a la honte. Les gens qui me regardent avec un air de reproche. Toi, déprimé, fais un petit effort. J'ai envie de les tuer. C'est vrai qu'à d'autres moments, je suis enthousiaste et excité, mais il suffit parfois d'un imprévu, un petit revers, et mes doutes me font replonger au fond du gouffre. J'ai mal, mais je ne sais pas bien quel mal. J'ai tant besoin que quelqu'un me comprenne, vraiment. Dans le chapitre 8, vous découvrirez ce que sont la dérégulation émotionnelle, la dépression, la manie ou l'hypomanie et les fluctuations de l'humeur. Le trouble dépressif et le trouble bipolaire, maniaco-dépressif, seront abordés. Vous y trouverez des conseils sur ce qu'il est utile de faire quand on est triste ou trop heureux, comment mieux réguler ses humeurs et ses émotions. Je me sens vide. Viviane. Je n'ai jamais bien su qui j'étais. Mon père, qui me touchait là où fallait pas, me répétait que j'étais une petite pute dont personne ne voudrait jamais.
Quand ma mère l'a quittée, elle a dû travailler tellement que je me retrouvais souvent seul à la maison. Un jour, la protection de l'enfance a débarqué. J'ai eu si peur que les personnes m'enlèvent que j'ai décidé que je ferais tout ce qu'on me demanderait, en classe, à l'église, etc. Je suis devenue la petite fille parfaite. Seulement à l'intérieur, je ne sentais plus rien. J'avais trop peur d'avoir mal. Ça fait bien longtemps qu'à l'intérieur, c'est un grand vide dans lequel je me suis perdue, toute seule. Dans le chapitre 9 sera développé l'un des symptômes les plus caractéristiques du trouble borderline, le sentiment chronique de vide. Vous comprendrez comment ce ressenti peut induire de nombreux autres comportements, dont les comportements autodommageables. J'explose. Joël. On m'a toujours traité de casse-cou, mais là j'ai bien failli y rester dans cet accident. Pourtant la moto, ça m'a toujours défoulé. Ces sensations dans les virages pris à toute vitesse, comme un high, et puis la fille qui s'accroche plus fort. Des moments comme ça vous fait exister. Il faut dire que c'est un peu ma vie, prendre des risques. Après tout, je suis d'une famille de militaires. On a toujours voyagé d'un coin à l'autre, l'aventure quoi. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais le temps de s'attacher à qui ou à quoi que ce soit, ou alors c'était trop dur les séparations. Et moi, pour me faire accepter, je m'arrangeais pour montrer qui était le chef. La bagarre, la drogue, c'était mes badges d'honneur. D'un coup, il me prenait des idées et les autres suivaient. Vider un poulailler, traverser les zones interdites du camp où mon père travaillait, le fun. Sauf qu'une fois on s'est fait arrêter, le champ était miné. Moi, j'y avais pas pensé. Dans le chapitre 10, vous découvrirez ce qu'est l'impulsivité, comment on la définit, et comment cette dimension rend compte de la tendance des borderline à exploser, à avoir du mal à contrôler tant leurs émotions que leurs comportements. Vous y trouverez également une explication neurobiologique de l'impulsivité et quelques conseils pour l'atténuer. Parano? Ingrid. Tout le monde me dit que je devrais être plus relax, voir le monde avec des lunettes roses et pas le mal partout. Mais c'est plus fort que moi. Que ce soit au travail ou au club de sport, je sais que les gens parlent. C'est vrai que je ne suis pas super sociable, je suis timide, et puis j'ai un peu peur des gens. J'ai eu tellement de déceptions, tellement de soi-disant amis qui m'ont laissé tomber, le plus souvent en me disant que c'était de ma faute parce que j'étais trop ceci ou pas assez cela. Je me suis toujours demandé si c'est pour ça que j'ai perdu mon boulot au magasin. Il y avait ce collègue qui me faisait des avances. Moi, j'étais plutôt froide, alors il a commencé à se moquer de moi. Je voyais bien qu'on m'excluait du groupe. Je n'étais jamais plus invité à leur sortie. Je me demande si ce n'est pas lui qui a trafiqué ma caisse. Après tout, mon boss ne m'a jamais dit pourquoi il m'avait viré. Réorganisation du personnel, il m'a dit. Depuis, je n'arrive pas à me remettre à un travail. Dans le chapitre 11, vous comprendrez ce qu'est une hallucination, un délire, une personnalité paranoïaque, une psychose et autres manifestations bizarres hors de la réalité. Faut-il les craindre? Comment influent-elles sur le comportement? Que faire si l'on en a? J'ai été abusé, maltraité. Jean. Parce que je suis un mec et que les mecs, cela ne peut pas se plaindre, j'en ai jamais trop parlé. Et puis qui pourrait vous croire quand vous dites à 6 ans que votre mère vous fait des trucs bizarres? Elle était folle. D'ailleurs, elle a fini à l'asile, mais beaucoup plus tard. Avec toutes ces drogues qu'elle et mon beau-père prenaient, moi je me suis mis à la bière dès 8 ans pour ne pas penser. Ça m'a complètement perturbé. À 18 ans, je me suis taillé à l'armée, ça vous fait un homme, comme on dit. Depuis, j'ai plus touché à une goutte d'alcool. Personne ne le sait vraiment. Ma femme, elle ne comprend pas pourquoi parfois j'explose pour un rien ou que je reste silencieux pendant des jours entiers. Même elle, même après tout ce temps où elle s'est occupée de moi, je n'arrive pas à lui faire confiance. Pourtant, elle fait tout ce qu'il faut.
mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de glauque, de cassé. Un jour, un docteur m'a dit que les incestes maternels étaient parmi les plus horribles qui soient, parce que c'était la trahison du lien vital le plus précieux. Moi, je sais pas. Elle était folle, mais elle a failli me rendre fou aussi. Dans le chapitre 12, sera abordé le sujet difficile des maltraitances. Celles-ci étant souvent, mais pas toujours, rencontrées dans l'enfance des borderline, ce livre se devait d'avoir un chapitre sur le sujet. Vous y trouverez quel peut être le lien entre abus sexuels, physiques, émotionnels et troubles borderline. Toutes les histoires et toutes les facettes du trouble borderline ne peuvent pas être reprises dans un simple manuel, aussi complet soit-il. L'histoire, c'est avant tout, et parfois surtout, ce que vous vivez, ce dont vous souffrez, et ce avec quoi vous vous débattez jour après jour. À travers ce manuel, nous vous posons la question « Quelle est votre histoire ?» N'hésitez pas à réagir à ce livre et à ses descriptions. Vous a-t-il intéressé ? Vous a-t-il apporté quelque chose ? Avez-vous, vous aussi, envie de témoigner ? Rendez-vous alors sur notre site web www.etalimite.com. Partie 1. Panorama de l'état limite ou trouble borderline. Chapitre 1. D'où ça vient, borderline ? À la différence de dépression ou anxiété, le terme borderline, littéralement ligne de démarcation, frontière, est utilisé pour désigner un problème psychologique sans vraiment dire ce en quoi il consiste. Non seulement ce diagnostic ne signale pas un état particulier, mais le monde médical a longtemps associé à ce terme des expressions négatives, comme impossible à traiter, difficile, résistant, manipulateur, voire pas une vraie maladie. Jusqu'à il y a peu, en effet, le diagnostic borderline, ou état limite, était considéré comme un grand fourre-tout, dans lequel psychiatres et psychologues rejetaient celles et ceux qui ne répondaient ni à leur catégorie diagnostique préétablie, ni aux modalités de traitement classiques, médicamenteuses, psychanalytiques par exemple, qu'ils offraient. Des mots pour des mots. Ne pas savoir pourquoi l'on souffre, pourquoi on fait des choses folles, comme se couper pour arrêter d'avoir mal, est extrêmement angoissant. Quand en plus le monde médical déclare que l'on n'est pas un vrai malade, mais juste quelqu'un de difficile, c'est non seulement frustrant, mais aussi cruel, car cela aggrave le sentiment de honte, d'isolement et de désespoir. On me dit borderline. Depuis plus de 10 ans, je me sens instable. Instable dans mes amours, je ne compte même plus le nombre de relations amoureuses que j'ai eues. Instable dans mon travail, dès que mon patron m'insupporte, je claque la porte et je vais ailleurs. Instable avec ma famille, ils ne me comprennent pas et parfois ils me comprennent trop. Il m'arrive souvent de me blesser ou de boire énormément pour me faire mal. Ça me soulage et ça me fait peur en même temps. On me dit borderline, mais au fond, je ne sais pas vraiment qui je suis. Léa. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à identifier les conditions psychologiques qui peuvent entraîner des souffrances et des problèmes au sein de la communauté et ou chez les malades. Et pour ce faire, il utilise des mots. Il y a plus de 2000 ans, Hippocrate parle ainsi d'humeur pour définir les tempéraments ou caractères, et y associe des couleurs, rouge pour la colère, noir pour la mélancolie, etc. Psychose, névrose. Le psychiatre allemand Emil Kraepelin, 1856-1926, s'est efforcé, tout au long de sa carrière, d'établir une classification des maladies mentales fondée sur des critères cliniques objectifs. Dans la 6e édition de son traité de psychiatrie, publié en 1889, il utilise le terme psychose pour désigner les états psychiques caractérisés par une altération profonde de la conscience, troubles graves de l'identité, problèmes d'organisation de la pensée et de son rapport à la réalité. Aujourd'hui, quand on parle de psychose chronique,
on parle de maladies comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Qu'est-ce que c'est une névrose ? Le mot névrose a été créé par un médecin écossais, William Cullen, 1710-1790, en 1777, et a été introduit en France un peu plus tard par le célèbre psychiatre Philippe Pinel, 1745-1826. Ces deux médecins utilisaient le terme névrose pour désigner les maladies du système nerveux sans base organique connue. En 1893, Sigmund Freud, 1856-1939, choisit, lui, d'utiliser le terme névrose pour désigner un trouble psychique, hystérie, phobie, obsession par exemple, généré par des conflits psychiques non résolus, refoulés, sans lésion organique qui expliquerait ce trouble psychique, à la différence de la syphilis ou d'une tumeur cérébrale par exemple. L'autre caractéristique très importante chez Freud est que le sujet névrosé, contrairement au sujet psychotique, reste conscient de sa souffrance psychique, du caractère parfois bizarre de ses symptômes, et qu'il vit donc dans la réalité. Si vous avez par exemple une phobie de l'avion et ne pouvez voyager par les airs, vous savez que cela n'a pas de sens, qu'il y a plus de risques à conduire sur l'autoroute, mais rien n'y fait. Il en va de même si vous êtes dépressif ou anxieux, vous avez parfaitement conscience de votre mal-être. Qu'est-ce que c'est une psychose ? On parle d'épisodes psychotiques quand, pour une période plus ou moins longue, les idées d'une personne, sa représentation du monde, son interprétation de ce qui s'y passe, sa compréhension de qui elle est, ne sont plus connectées, en partie ou en totalité, avec la réalité du monde et des gens qui l'entourent. Certains états psychotiques sont accompagnés de mouvements d'humeur très importants, avec des conséquences potentiellement dangereuses. Dans la psychose, le patient a donc des pensées, convictions, comportements ou expériences bizarres qui ne sont pas basés sur la réalité. Il peut par exemple entendre quelqu'un qui parle quand personne n'est présent, ou penser que les journalistes télé sont capables de lire directement dans sa pensée et de partager avec tous les spectateurs ce qui se passe à l'intérieur de son esprit. Comme vous l'imaginez, cela peut être terrifiant. Les maladies psychotiques les plus connues sont la schizophrénie et les troubles maniaco-dépressifs ou bipolaires. Des états psychotiques peuvent aussi apparaître de manière plus brève sous l'influence de drogues, cannabis, hallucinogènes, amphétamines, etc., lors de stress très importants, et même parfois comme symptôme d'une maladie médicale plus classique comme le lupus ou une infection. Avec le temps, Kraepelin, comme d'autres psychiatres et psychanalystes, ont réalisé qu'il existait des patients dont la problématique et l'évolution étaient telles qu'on ne pouvait les classer ni dans la catégorie des psychoses, ni dans celle des névroses. Type de personnalité. Freud et ses collaborateurs décrivent toute une série de personnalités, dépressives, obsessionnelles, hystériques, introverties, extraverties, etc. Une personnalité est ainsi déterminée en fonction de la manière habituelle dont quelqu'un se comporte, réagit, communique dans diverses situations, en particulier lors de stress ou de conflits intrapsychiques. Des psychanalystes ont observé que certains patients présentant initialement des problèmes émotionnels névrotiques, comme de l'anxiété ou de la dépression, qui semblaient bien ancrés dans la réalité et avaient commencé une psychanalyse, avaient dû arrêter brusquement leur thérapie. En effet, après quelque temps, plus l'attachement au psychanalyste devenait fort, ce que l'on appelle le transfert, plus le patient présentait des réactions inhabituelles, comme des changements d'humeur très importants, l'expression bruyante d'amour puis de haine pendant la même séance, une pensée de plus en plus désorganisée, et devenait parfois carrément psychotique. Une personne habituellement calme et respectueuse présentait ainsi tout à coup des réactions imprévisibles, et sans proportion apparente avec les événements qui les suscitaient. Pendant un moment plus ou moins long, plus aucune discussion raisonnable n'était possible, et le patient devait parfois être hospitalisé. L'interruption brutale de la thérapie était souvent traumatisante, pour le patient comme pour le thérapeute.
claquer la porte du cabinet. Depuis plusieurs mois, Astrid voit son psychanalyste 4 fois par semaine. Allongée sur son divan, elle raconte son enfance et les attouchements qu'elle a subis de la part d'un grand-oncle. Au fur et à mesure de la psychanalyse, Astrid s'attache de plus en plus à son psychanalyste, qui devient aussi essentiel pour elle que sa mère ou son père. Elle ne sait pas trop bien pour quelle raison, mais une chose est certaine, son psychanalyste est extrêmement important pour elle, peut-être même trop. Un jour, alors qu'il lui annonce ses dates de vacances, elle se dispute violemment avec lui, l'insultant, jetant l'oreiller du divan à travers le bureau et part en claquant la porte. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces borderline, puisqu'il s'agit bien d'eux, avaient la réputation d'être résistants, difficiles et ou intraitables. Il aurait sans aucun doute été plus approprié de dire que la psychanalyse classique, pas plus que la pharmacothérapie, n'était généralement pas suffisante pour les aider. Mais comme on le sait, il est parfois plus facile de blâmer la victime que de remettre en question ses convictions. Pseudonévrotique, pervers. Autre conséquence de ces cas d'évolution clinique dramatique, certains patients ayant connu un épisode délirant sur le divan des psychanalystes furent peu à peu, une fois déclarés non névrosés, reclassés sous différents termes plus ou moins vagues comme pseudonévrotique ou même plus tard pervers. Or, le choix d'un terme implique souvent une forme de jugement moral sur la détresse humaine que l'on souhaite définir. Quand on sait combien le fait de nommer quelqu'un peut influencer la manière dont il se perçoit et comment la société le considère, et son entourage le traite, il est clair que cette manière de désigner les patients état limite ne faisait qu'accroître les sentiments de honte et de haine de soi déjà très présents chez eux. Dans les hôpitaux psychiatriques de la première moitié du XXe siècle, les médecins firent une curieuse observation. Un certain nombre de malades hospitalisés pour une psychose parce qu'ils déliraient et commettaient des actes insensés guérissaient spontanément au bout d'un certain nombre de jours, de semaines ou de mois. Ainsi, au lieu de sombrer dans un état de plus en plus psychotique, voire démentiel, comme Kraepelin l'avait décrit, ces patients se reconstituaient psychiquement. À une époque où les médicaments antipsychotiques n'avaient pas encore été inventés, une période de temps calme passée dans une structure organisée où des soins empathiques étaient dispensés semblait être suffisante pour aider ces patients à sortir de la folie. Ils ne présentaient bientôt plus de symptômes psychotiques, de velléités suicidaires ou automutilatrices, et pouvaient quitter l'hôpital pour retrouver une vie normale. Un univers menaçant. Louise est admise à l'hôpital en état de délire. Elle a perdu contact avec la réalité et s'imagine que les services secrets l'espionnent. Des amis, inquiets de ne pas l'avoir vue assister aux cours et trouvant son attitude bizarre depuis quelques semaines, l'ont découverte dans son appartement, assise dans un coin, avec le regard terrifié d'un enfant perdu. Près d'elle, des mégots de cigarettes et des bouteilles de bière. À l'hôpital, pendant les premières 48 heures, Louise ne sort de son mutisme que pour déclarer des choses bizarres comme « Ils vont me tuer »,« Je les ai entendus, ils marchaient tout autour »,« Mon âme est perdue »,« Dieu, Jovan, déjà vu, perdu ». Louise n'a jamais eu de suivi psychiatrique auparavant. Les examens médicaux et toxicologiques ne révèlent aucune particularité. Et faute de savoir ce qui lui arrive, les médecins décident de la mettre en observation sans lui prescrire de médicaments, sauf pour calmer les crises d'angoisse majeures. Au bout d'une semaine pendant laquelle on l'invite à dormir et manger à des heures régulières, Louise semble moins paranoïaque. Elle commence à parler avec d'autres patients, s'investit dans des activités musicales et, lentement mais sûrement, accepte de parler avec la psychologue, à qui elle confiera 3 semaines plus tard un événement très traumatisant qui a eu lieu un mois plus tôt. Vers la précision des caractéristiques du borderline. Faute de mieux, les psychiatres hospitaliers posent le diagnostic de schizophrénie pseudonévrotique ou schizophrénie ambulatoire. Il reste néanmoins devant un mystère. Ces personnes souffrent énormément.
parfois jusqu'au point de vouloir se suicider, et elles ont de grandes difficultés à contrôler leurs émotions. Certains psychanalystes commencent alors à s'intéresser de plus près à ces patients afin de mieux les comprendre. Penser en tout ou rien, trouble de la régulation des émotions. En 1938, Adolf Stern, 1879-1958, psychanalyste américain, écrit un article où sont décrites pour la première fois et en détail les caractéristiques propres aux patients borderline, état limite en français, c'est-à-dire des patients se situant à la frontière ou à la limite de la psychose et de la névrose. Dans son article, Stern dit observer chez ces personnes un narcissisme fragile, une hypersensibilité aux critiques et une tendance à tantôt idéaliser, tantôt diaboliser les personnes importantes de leur entourage, thérapeutes inclus. Une pensée en tout ou rien, en quelque sorte. Il remarque également leur tendance à utiliser des mécanismes de défense psychique généralement utilisés par des patients psychotiques, comme la projection, l'interprétation, le clivage. En 1947, une autre psychanalyste, Melita Schmidberg, 1904-1983, avance quant à elle qu'une des problématiques majeures de ces patients borderline est un trouble de la régulation des émotions. Toujours est-il qu'à cette époque, ces patients sont principalement rejetés et considérés comme inanalysables. Qu'est-ce qu'un mécanisme de défense ? Dans les théories inspirées par la psychanalyse, on pense que certains comportements problématiques sont le résultat de conflits internes entre différents instincts comme le désir, la peur ou la rage. Ces conflits peuvent créer un sentiment d'anxiété, voire d'angoisse. Une manière de gérer ou de réprimer cette angoisse, de protéger l'individu et son intégrité psychologique, est l'utilisation de mécanismes de défense psychologique. Tous, nous utilisons chaque jour ces mécanismes, et ils peuvent être très utiles. Le problème survient quand ces mécanismes sont employés de manière trop fréquente et exclusive. La colère de David. David se sent frustré car son superviseur refuse de lui accorder les congés qu'il a demandés. Il est très en colère, mais sait plus ou moins consciemment que, s'il insulte son superviseur, il risque de perdre son emploi. Le soir, en rentrant chez lui, il donne un coup de pied à son chien qui n'a pourtant rien fait pour mériter ce traitement. David a ainsi déplacé sa colère sur son chien. Ce déplacement est ce que l'on appelle un mécanisme de défense. Cette colère devait sortir car elle le rongeait et le chien, contrairement à son superviseur, ne risquait pas de le mettre à la porte. Plus tard, en racontant les événements de la journée à son épouse, David se rendra compte que sa colère était mal dirigée. Syndrome d'abandon. Germaine Gex, 1904-1964, psychologue et psychanalyste suisse d'origine française, est avec le psychiatre et psychanalyste suisse Charles Audier, 1886-1954, l'une des premières à mettre en évidence le syndrome d'abandon chez ces patients entre deux eaux. Excellente observatrice, comme toute grande clinicienne, voici ce qu'elle dit à propos de ces patients inclassables. Ces malades dont la vie psychique est dominée par le problème de la sécurité affective et la crainte de l'abandon sont tous des cas où la névrose présente une structuration très différente des névroses classiques décrites par Freud et ses disciples. Nous nous trouvons ici en face d'individus demeurés à un stade primitif, où toute la force instinctuelle et affective semble drainer dans un seul sens, dominée par une seule nécessité, s'assurer l'amour, et par là maintenir la sécurité. Son travail inspirera le psychiatre et psychanalyste américain Otto Kernberg, le psychiatre et psychanalyste français Jean Bergeret et beaucoup d'autres dans leur théorisation sur les patients état limite. Évolution des critères diagnostiques. En 1967, Otto Kernberg propose pour la première fois une description des caractéristiques diagnostiques spécifiques des états limites, dont les principales sont les suivantes. Il met également au point une approche thérapeutique précise et structurée,
adapté du cadre analytique classique, qu'il nomme psychothérapie focalisée sur le transfert, Transference Focused Psychotherapy. Principales caractéristiques psychopathologiques du borderline selon Otto Kernberg. 1. Une difficulté à avoir une image consistante de soi-même et des personnes importantes de sa vie, avec ce que Kernberg appelle un syndrome d'identité diffuse. 2. Le recours à des mécanismes de défense peu structurés, primitifs, voir tout en noir ou blanc, tout bon ou tout mauvais, rejeter sur l'autre ses peurs intérieures et être convaincu que c'est l'autre qui les ressent, refuser absolument de reconnaître quelque chose de vrai comme vrai. 3. Les personnes borderline, en général, différencient bien... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.